Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, épisode spécial Golden State Warriors, avec comme sujet que doivent faire les Warriors pour rejouer le titre en 2025-2026. On commencera par un retour sur la saison 2024-2025 et également on va faire une preview de l'été que j'attendrai pour les Warriors avec l'effectif des 14 joueurs qui seront sous contrat et ensuite j'y expliquerai l'identité de jeu des Warriors pour cette saison 2025-2026. J'espère que ce podcast vous plaira et que cet épisode de série concernant les intersaisons des équipes NBA va commencer. Tout d'abord, nous allons donc revenir sur la saison 2024-2025 des Warriors avec une saison qui se sépare en 3 actes et avec une métamorphose. La saison des Warriors peut donc être découpée en 3 grands temps. Un départ canon, une dynamique brisée. L'équipe entame la saison sur les chapeaux de roue avec un bilan de 12 victoires pour 3 défaites, portée par une attaque fluide et une défense solide. L'arrivée de Buddy Hield permet et ajoute le spacing avec le départ de Klay Thompson. Kyle Anderson stabilise les rotations, tandis que D'Anthony Melton joue un rôle clé en liant les stars qui sont Draymond Green, Steph Curry et Andrew Wiggins. Mais tout bascule rapidement. D'Anthony Melton se blesse gravement après 6 matchs, rupture des ligaments croisés, et l'équilibre se brise. S'ensuit une période d'irrégularité marquée par des défaites évitables. Les jeunes Brandin Podziemski et Jonathan Kuminga n'assument pas encore un rôle de cadre. L'équipe reste à flot uniquement grâce à son excellent début de saison et une conférence ouest homogène. Le virage Butler, une transformation défensive. À la deadline, Mike Dunleavy Jr. frappe un grand coup, Jimmy Butler débarque à San Francisco contre Andrew Wiggins, Kyle Anderson. Et un pic. Une prise de risque audacieuse mais salvatrice. Avec Jimmy Butler, le système de Kerr revient à un jeu small ball très agressif. Un 5 de départ composé de Steph Curry, Brandin Podziemski, Moses Moody, Jimmy Butler et Draymond Green. Une défense retrouvée, une attaque rapide et collective. Les deux jeunes Guy Santos, le portugais, et Quinton Post, le néerlandais pivot, gagnent du temps de jeu et surprennent. Santos apporte de l'intensité, formé dans le moule G-League des Warriors, il connaît parfaitement donc les systèmes de jeu. Et Quinton Post s'insère dans la rotation avec son tir à 3 points, sa lecture de jeu, et offre un profil de stretch 5, c'est-à-dire un pivot qui est capable de tirer à 3 points, très unique, et qui n'est quasiment rarement arrivé dans l'histoire des Warriors récente avec Steph Curry. Stephen Curry n'est jamais joué avec un pivot capable de tirer à 3 points. Résultat, les Warriors finissent la saison sur un 20 victoires, 7 défaites impressionnant. Pour un bilan final de 48 victoires pour 34 défaites, qui est un très très bon bilan, mais ils arrachent la 7ème place, synonyme de play-in, après une défaite frustrante contre les Clippers au dernier match de la saison, qui aurait pu les faire se qualifier pour les playoffs directement. Un espoir douché en playoffs. Les Warriors affrontent les jeunes Rockets, surprenant second de l'Ouest. Une série rude, étouffante, physique. Grâce à leur expérience, les Warriors s'en sortent en 7 matchs. Mais la fatigue est visible. Contre une équipe physique des Rockets avec notamment Amen Thompson, Dylan Brooks, Fred VanVleet, Tari Eason, Alperen Sengun ou encore Steven Adams, ce fut très compliqué pour les Warriors de répondre à l'intensité physique et à la taille des Rockets qui jouaient par moments avec des line-up avec Jabari Smith, 2m08, Steven Adams et Alperen Sengun, une équipe grande, tandis que les Warriors ont basé leur fin de saison sur une équipe petite, jouant d'une très bonne défense et de beaucoup de transitions. En demi-finale face aux Timberwolves, la blessure à l'ischio de Steph Curry dès le Game 1 tue le suspense. Sans leur leader offensif, l'attaque des Warriors s'effondre, Butler déçoit offensivement, et malgré les efforts de Podziemski, malgré une irrégularité chronique, mais avec des responsabilités qui, comme en première partie de saison, lui ont fait défaut quand il devait gérer le banc de touche des Warriors, avec notamment beaucoup de playmaking, sachant que Brandin Podziemski n'est pour l'instant qu'un très très bon connecteur et non pas un leader d'attaque. Un été crucial, repenser l'effectif sans tout démolir. L'été 2025 des Warriors sera déterminant. Plusieurs constants s'imposent. La base est solide, mais extrêmement vieillissante. Stephen Curry reste un génie offensif. Draymond Green est toujours l'architecte de la défense. Jimmy Butler, même irrégulier,
pendant ces playoffs à transformer le collectif avec une capacité à jouer les isolations et à attaquer la peinture quand il le fallait. Brandin Podziemski a montré des flashs intéressants en création et en catch and shoot, et avec une défense qui, durant sa saison rookie, était par moments un petit peu compliquée, et on l'a vu se mettre des missions défensives notamment sur du Jalen Green, du Fred VanVleet ou encore du Anthony Edwards par moment, et ça s'est avéré plutôt intéressant. Et enfin, Bud Hield, un atout précieux en sortie de banc. Il restera un asset pour les Warriors si jamais ils veulent s'en séparer ou le garder pour remplacer notamment tous les sets qui ont été à l'époque pour Klay Thompson parti à Dallas en l'intersaison 2024 ont été pour lui. Mais l'équipe est vieille, fragile physiquement et manque de taille et de création secondaire. Les décisions contractuelles vont être clés. Que faire de Kevon Looney, de Gary Payton II et de Jonathan Kuminga? L'objectif est donc de re-signer au minimum vétéran Kevon Looney et Gary Payton. Ça paraît assez réaliste car les joueurs ont eu leur contrat un petit peu cher et sont en NBA, notamment grâce aux Warriors et avec des contrats importants. Je pense que les deux n'ont pas forcément envie de quitter San Francisco. Et donc dans mon scénario de free agency, je signe donc Kevon Looney et Gary Payton au minimum vétérans. L'objectif est donc pour les Warriors de trouver de la jeunesse, de la création et du scoring. Donc l'objectif est donc de trouver un pivot mobile ou stretch, un meneur backup créatif et un ailier polyvalent défensif avec du shoot un petit peu comme l'était Andrew Wiggins mais une version améliorée. Les Warriors disposent donc de la Mid-Level Exception qui est une exception que l'on donne aux équipes qui sont à toutes les équipes NBA avec un contrat qui peut avoisiner les 12 millions de dollars. Ils ont également une Biannual Trade Exception à hauteur de 5 millions de dollars qui se donne tous les 2 ans. Et cette année, ils disposent de cette exception. Et également, je redis, 2 Trade Exceptions qui sont des exceptions qui permettent aux Warriors d'agréger des salaires. Et on retrouve donc celle de Kyle Anderson à hauteur de 8 millions de dollars et celle de Lindy Waters II à 2,7 millions. C'est-à-dire que les Warriors peuvent donc utiliser ces deux exceptions pour rajouter 10,7 millions de salaires au sein de leur effectif. Donc les cibles réalistes sur le marché, de la création et de la gestion du jeu, des ailiers free and D ou des glue guys et des pivots complémentaires. J'ai donc regardé sur la liste de tous les joueurs free agent qui sont donc non restrictifs, c'est-à-dire des joueurs qui peuvent signer dans n'importe quelle franchise. J'ai pris ces joueurs-là. J'ai donc signé avec la mid-level exception Brook Lopez. Le pivot des Milwaukee Bucks arrive en fin de parcours et il pourrait vouloir retrouver sa Californie natale et donc s'inscrire au niveau avec les Warriors pour un contrat d'1 an à 12 millions de dollars. Je trouve que c'est assez intéressant. Il pourrait jouer le rôle de pivot stretch et défensif car Quinton Post, le jeune néerlandais, n'a pas du tout cet aspect défensif, cet aspect de drop, car les Warriors ont beaucoup utilisé du switch et du edge, c'est-à-dire soit une défense où on change après chaque écran, ou alors on va presser le porteur du ballon avec le joueur qui subit l'écran, notamment Draymond Green ou Jimmy Butler, car ils sont capables, eux, de défendre tout type de joueur, qu'il soit grand ou petit. Donc je garde un 5 majeur composé de Stephen Curry, Brandin Podziemski, Jimmy Butler, Draymond Green ainsi que Brook Lopez. Je signe via la Biannual Exception Ben Simmons, qui est au contrat minimum actuellement du côté des Clippers. Je ne pense pas que les Clippers veulent le garder, car ils ont déjà beaucoup de joueurs dans son profil capables de créer et de défendre. Je pense que les Warriors, sur un contrat à 5 millions sur un an, pour essayer de lui retrouver un petit peu de valeur. Je pense que dans un rôle de Draymond Green bis au sein de la seconde unité, cela pourrait extrêmement bien marcher. Et ensuite, l'autre recrue que je signe, c'est Cameron Johnson, l'ailier des Brooklyn Nets. Je le signe via un sign and trade avec Jonathan Kuminga, l'exception de la trade exception de Kyle Anderson, ainsi qu'un second tour de Miami cette année, c'est-à-dire le pick 44. Jonathan Kuminga est un joueur qui va vouloir avoir un gros contrat et
va vouloir avoir du temps de jeu et il y a peu d'équipes qui peuvent lui proposer un contrat ainsi que du temps de jeu dans des équipes qui ne sont pas compétitives. De plus, les Nets aimeraient bien ajouter du talent au sein de leur équipe, car ce n'est pas avec uniquement Cam Thomas et D'Angelo Russell qu'ils vont réussir à avoir un projet qui serait cohérent, sachant que Giannis Antetokounmpo n'est pour l'instant pas encore arrivé du côté de New York. Donc je vais donc utiliser la valeur de Jonathan Kuminga et la valeur également de Cam Johnson pour donner à Brooklyn Jonathan Kuminga, qui est un ailier beaucoup plus jeune, avec un plus gros potentiel, tandis que les Warriors récupèrent un joueur aguerri, capable de défendre beaucoup de postes, d'avoir cette capacité à tirer à 3 points. Il peut tout à fait s'insérer dans le 5 de départ, ou alors être un remplaçant de haute qualité, quasiment 6e homme de l'année. Ensuite, je garde donc au sein de l'effectif Gary Payton et Kevon Looney au niveau d'un contrat minimum vétéran. Je garde Guy Santos, l'ailier, qui a une connaissance du système très importante et qui a eu de très bonnes minutes en saison régulière ainsi qu'en playoff. Moses Moody reste dans la rotation. Je pense pas qu'il puisse partir et que les Warriors veulent s'en séparer. Il a un contrat tout à fait honnête à 11 millions la saison, encore sur 2 années. Je pense que les Warriors ne s'en sépareront pas. Et enfin, je signe le frangin de Steph Curry. Certes, les deux n'ont jamais eu la possibilité de jouer ensemble au sein de leur carrière. Je pense qu'avec un minimum vet et avoir un Seth Curry qui est ton 14e joueur qui peut potentiellement apporter du shooting une fois de temps en temps dans la saison lorsqu'il y a des blessés, ou alors sur une série ou sur un fin de temps mort, avoir Seth Curry sur le parquet en même temps que son frangin Cam Johnson ou encore Brandin Podziemski et Brook Lopez, je pense que ça peut être très intéressant sur des fins de match. Donc on a donc les Warriors qui ont donc un effectif avec Stephen Curry, Brandin Podziemski, Jimmy Butler, Draymond Green, Brook Lopez, Buddy Hield, Ben Simmons, Gary Payton II, Cam Johnson, Kevon Looney, Quinton Post, Guy Santos, Moses Moody ainsi que Seth Curry. Cela donc nous fait une masse salariale d'environ 200 millions de dollars. Maintenant, passons donc à l'identité des jeux des Warriors de la saison 2025-2026. Nous avons donc un trio moteur composé de Stephen Curry, Jimmy Butler ainsi que Draymond Green. Steph Curry, cerveau offensif et gravité permanente. Une utilisation avec ballon, sans ballon. Curry est toujours le moteur du spacing et il peut céder la création à du Jimmy Butler ou du Brandin Podziemski et punir en sortie d'écran. Son impact sans ballon reste létal, cut, changement de direction, écran sans ballon, flare screen, tout ça va pouvoir être important pour les Warriors. Il doit être préservé physiquement et Jimmy Butler, Ben Simmons ou encore Podziemski peuvent prendre en charge des possessions. Jimmy Butler, leader défensif, isolation et il est clutch. Meneur de tempo en 4e quart-temps, il peut ralentir le jeu, attaquer les mismatchs via du post-up, du drive ou encore de l'isolation et prendre les responsabilités dans les moments clés. Il possède un très gros QI défensif, il s'intègre parfaitement dans les systèmes de switch avec Draymond Green ou encore Ben Simmons. Il impose une mentalité plus tough, c'est-à-dire beaucoup plus dure, à un groupe qui en manquait. Draymond Green, défenseur universel et connecteur offensif ultime. Toujours le pivot du système défensif dans certaines rotations. Switch du poste de meneur au poste du pivot. Une capacité en tant que contreur de haute qualité et gestion des rotations. En attaque, du end-off, c'est-à-dire du dribble end-off, c'est-à-dire il prend le ballon, il donne le ballon à quelqu'un qui est déjà en train de faire un mouvement, un écran sans ballon. Une défense collective, du switch, de la zone, du drop. Switch 1 à 4, c'est-à-dire que Stephen Curry va plutôt s'occuper des postes 1 et de Draymond Green, Butler et Brandin Podziemski peuvent effectuer du switch. Brook Lopez sera donc dans la même couverture, c'est-à-dire en drop comme à Milwaukee, c'est-à-dire ancrage, intimidation défensive et protection de cercle. Par moment, pour avoir des zones 2-3 ou des zones 3-2, sur certaines séquences, avec Stephen Curry plutôt sur les 2 et 3, et avoir du Brook Lopez, du Ben Simmons, du Jimmy Butler et du Draymond Green. Gary Payton sera là en tant que stopper ciblé sur les guard stars, c'est-à-dire sur les porteurs de balles, les gros porteurs de balles. Concernant le banc, une identité similaire,
mais avec moins d'ISO. On retrouve avec un trio Ben Simmons, Bud Hield et Cam Johnson, avec Ben Simmons, son créateur de la seconde unité, qui porte la balle, qui attaque la transition et organise le demi-terrain. Il sert de point d'ancrage défensif, de rebondeur secondaire, et il peut se positionner en tant que meneur de jeu avec Bud Hield, Cam Johnson ou encore Moses Moody pour leur faire des mains à main, avec notamment beaucoup de shooting. Bud Hield est lui quant à lui un tireur en mouvement, il est utilisé sur des systèmes similaires à ceux de Curry, stagger screen, flare screen. Il s'installe dans le corner ou en sort de curl, c'est-à-dire une remontée d'écran, c'est-à-dire il prend un écran en mouvement. Il libère de l'espace pour les coupes de Cam Johnson, de Brandin Podziemski ou encore de Ben Simmons. Cam Johnson stretch, découpe dans les intervalles. Il a une capacité au shoot de top niveau, il est capable de poser le dribble pour punir, c'est-à-dire que ce n'est pas qu'un tireur à 3 points statique, il est capable de créer pour lui-même. Beaucoup plus de structure dans cette line-up, avec beaucoup moins d'isolation et beaucoup plus de read and react, c'est-à-dire le fait que on va beaucoup plus regarder ce que font la défense et tenter de lire et ensuite de réagir. Brandin Podziemski, le glue guy comme Christian Brown, c'est-à-dire un défenseur intelligent, mobile, qui peut switcher du poste de meneur jusqu'au poste d'ailier, offensivement relayeur de jeu, second créateur, passeur de bonne qualité, n'a pas besoin du ballon, mais peut jouer un pick and roll si nécessaire. Son rôle stabilisé un petit peu, comme l'était Dante DiVincenzo du côté de New York, ou encore comme les Christian Brown du côté des Nuggets. Brook Lopez, comme à Milwaukee, défensivement, il va défendre la raquette, il va essayer de faire peu de fautes, et officiellement, du shooting dans les coins, ou en tant que poseur d'écran, notamment sur du pick and pop, c'est-à-dire qu'il va poser l'écran et au lieu d'aller vers le cercle, il va donc s'écarter à 3 points. Il n'est pas mobile comme Draymond Green ou comme Jimmy Butler, mais donc il va lui rester beaucoup plus bas et les deux ailiers vont quant à eux compenser le manque de mobilité qu'a Brook Lopez. Il s'utilise majoritairement contre des intérieurs fixes, c'est-à-dire Joel Embiid, Nikola Jokic ou encore Alperen Şengün ou Jonas Valanciunas. Donc les rotations et les match-ups type. Donc le 5 de départ, donc c'est Curry, Podziemski, Butler, Green. Une attaque variée, une défense équilibrée et un tempo contrôlé. Tandis que pour le banc, serait plutôt une équipe capable de tirer à 3 points avec Ben Simmons, Bud Hield, Cam Johnson, Moses Moody et Quinton Post. C'est-à-dire, mis à part Ben Simmons, tout le monde est capable de tirer à 3 points. On utiliserait plus une défense de zone, car Moses Moody et Quinton Post peuvent être des cibles défensives. On aurait beaucoup de mouvements sans ballon, beaucoup de dribble and off et peu de jeux en isolation. Les points forts de cette équipe des Warriors seraient donc l'intelligence collective très très élevée, une défense capable d'être très modulable et de s'adapter, des shooters capables à tous les postes, les deux frangins Curry, Bud Hield, Cameron Johnson, Brandin Podziemski, Brook Lopez, du leadership et de l'expérience avec beaucoup de joueurs âgés qui connaissent ces joutes de playoff, un banc équilibré avec des joueurs ayant des rôles bien définis. Ce qui est à surveiller, c'est la santé. L'équipe des Warriors serait également âgée avec l'ajout de Brook Lopez. Il faudra donc faire attention. La création offensive, si Curry ou Butler sont absents, pourrait être très légère. Et donc avoir pendant des matchs des risques de défaite car l'attaque ne serait pas au niveau alors que la défense, si. Et dans certaines rotations, on pourrait avoir Ben Simmons sans pivot qui pourrait être une match-up défavorable contre des pivots beaucoup plus traditionnels plutôt que d'être sur une situation de switch. J'espère que ce podcast vous aura plu et que mon intersaison concernant les Golden State Warriors vous a plu. Dites-moi en commentaire sur Spotify si vous trouvez cela réaliste. C'était Arthur, à bientôt.